En 1990, dans un quartier résidentiel de Colorado Springs, une mère de famille est sauvagement abattue par un inconnu masqué. Le type disparaît dans la nuit avec son sac à main, laissant penser à un banal vol à main armée qui aurait mal tourné. Sauf que rien n'est banal dans cette affaire. Ce qui semblait n'être qu'un fait divers tragique cache en réalité un mélange déroutant de relations interdites, de manipulation mentale poussée à l'extrême et de foi dévoyée. Aujourd'hui, on vous raconte une histoire aussi glaçante que vraie, celle d'une femme ordinaire transformée en tueuse implacable au nom de l'amour et d'une spiritualité pervertie. Abonnez-vous à Crimes Obscurs FR si ce n'est pas encore fait, car ce qu'on s'apprête à vous révéler dépasse de loin les pires scénarios. Diane Hood a 32 ans lorsqu'elle participe, le 12 septembre 1990, à une réunion d'un groupe de soutien pour les personnes atteintes de lupus, une maladie auto-immune qui lui a été diagnostiquée 2 ans plus tôt. Ce soir-là, au centre communautaire Austin Bluffs, tout semble aller normalement. Elle discute, échange avec d'autres malades, puis s'apprête à rentrer chez elle. Elle est accompagnée d'une amie dont l'identité ne sera jamais révélée. Les deux femmes sortent du bâtiment après 20 heures, discutent tranquillement en marchant vers leurs voitures respectives, sans savoir qu'un drame se prépare. L'air est frais, la nuit commence à tomber, quand elles entendent des pas juste derrière elles. Un homme vêtu d'une tenue militaire, cagoule noire sur le visage, les rattrape brutalement. Il se jette sur Diane, tente de lui arracher son sac. L'homme est armé, alors elle le mit tant sans résister. Terrorisée, elle se détourne et tente de regagner son véhicule au plus vite. Mais l'agresseur ne part pas. Il l'attrape par le bras, la jette violemment au sol, puis lui tire dessus. Une fois, Diane, au sol, blessée mais encore consciente, supplie qu'on l'épargne. Son ami, caché derrière une voiture, assiste à la scène sans pouvoir intervenir. Et là, l'homme s'approche de Diane, se penche sur elle et lui tire une seconde balle. De sang-froid, à bout portant. Puis il s'enfuit avec le sac. Son ami sort immédiatement de sa cachette pour la rejoindre. Diane est toujours en vie, mais dans un état critique. Elle gémit, dit qu'elle a mal. L'ami retourne en courant chercher de l'aide au centre. Le 911 est contacté, les secours arrivent rapidement, mais c'est trop tard. Diane décède peu après son arrivée à l'hôpital. Les 2 balles ont fait des ravages. La première a traversé son dos et son épaule gauche. La seconde a pénétré la poitrine, touché le cœur et les poumons. Une exécution. Rien de moins. Abonnez-vous à Crimes Obscurs FR si vous aimez les enquêtes aussi complexes qu'inattendues, parce que celle-ci ne fait que commencer. La police de Colorado Springs débarque rapidement sur les lieux. La première théorie ? Vol avec violence. Le sac à main de Diane est retrouvé à quelques mètres du crime, vidé dans son contenu. Plus de carte bancaire, plus de cash. Mais les policiers sont dubitatifs. Pourquoi s'acharner ainsi sur une victime qui n'a pas résisté ? Pourquoi tirer une seconde fois alors qu'elle était déjà à terre ? Et surtout, pourquoi ne pas s'en prendre à l'autre femme, témoin gênant ? Le tueur ne l'a même pas regardée. Comme s'il savait qu'il n'avait rien à craindre d'elle. Bref, rien ne colle. Une équipe cynophile repère une piste olfactive menant à une poubelle. Dedans, les vêtements militaires du suspect. Et sur ces vêtements, des poils de chien marron. Le tueur, lui, reste introuvable. Pendant ce temps, les policiers doivent annoncer la nouvelle à Brian Hood, le mari de la victime. Ancien joueur de football universitaire, aujourd'hui agent d'assurance et fervent chrétien évangélique. Marié à Diane depuis 10 ans, 3 enfants. Brian semble bouleversé. Il pleure, se tient la tête, répète « Qui aurait pu faire ça ?» D'après les agents, son comportement est cohérent. Il est grand, costaud, mesure près d'1,90 m, alors que le tueur fait environ 1,70 m et a un gabarit bien plus mince. Brian a aussi un alibi. Il était chez lui avec ses enfants. Il est donc écarté rapidement. Mais si ce n'est pas lui, alors qui ? Et surtout, pourquoi ? Qui aurait pu vouloir la mort d'une femme si discrète, si appréciée ? L'enquête piétine jusqu'au lendemain du crime. Un fleuriste de la ville contacte la police. Il a lu l'article dans le journal et quelque chose l'interpelle. Depuis plusieurs semaines, un homme appelle régulièrement sa boutique pour demander à parler à une employée, Jennifer Reali. Cet homme se fait appeler Brian Hood. Oui, le mari de la victime. Le fleuriste précise qu'il a surpris Jennifer et Brian ensemble dans une voiture, en train de s'embrasser. L'affaire bascule. Jennifer Reali, 28 ans, mariée, 2 enfants.
Son époux est capitaine dans l'armée, basé à Fort Carson, et il a une collection d'armes à feu, dont un Colt .45 Peacemaker, arme antique, exactement le modèle qui a tué Diane. C'est louche, et c'est que le début. Interrogé, le mari de Jennifer explique que l'arme était normalement entreposée à la base militaire, mais que sa femme lui avait demandé de la laisser à la maison, au cas où, vu qu'ils étaient séparés temporairement et qu'elle restait seule avec les enfants. Elle savait utiliser cette arme. Ils s'étaient rendus ensemble au stand de tir peu de temps auparavant. Le soir du meurtre, le mari de Jennifer appelle sa femme. Elle dit qu'elle va sortir faire un peu de sport. Quelques heures plus tard, elle lui demande de venir chez eux, pour une nuit torride. Il trouve son comportement étrange. Jennifer a la peau moite, les gestes saccadés. Le lendemain matin, elle lui demande de ramener l'arme à la base. En gros, de faire disparaître le lien. Vous commencez à voir où ça mène? Si oui, alors abonnez-vous à Crime Obscur FR parce qu'on va maintenant rentrer dans les tréfonds de cette affaire. Une perquisition est lancée au domicile du couple. Les enquêteurs trouvent des munitions identiques à celles utilisées pour tuer Diane. Et surtout, un chien labrador brun dont les poils correspondent à ceux retrouvés sur les vêtements du tueur. À ce stade, les policiers ont une suspecte toute désignée. Et lorsqu'ils obtiennent la confirmation balistique que l'arme retrouvée chez Jennifer est bien celle du crime, elle est arrêtée. Mais lors de l'interrogatoire, elle nie tout. D'après elle, l'arme a été volée chez elle pendant son absence, par un inconnu. Le problème, c'est que personne n'y croit. Et pour cause. Jennifer finit par avouer connaître Brian. Selon elle, ils se sont rencontrés dans le jacuzzi de la salle de sport, ont échangé des banalités, mais rien de plus. Sauf que les employés de la salle disent tous qu'ils venaient ensemble, tous les jours, et que tout le monde les prenait pour un couple. Confrontée à ces preuves, Jennifer finit par craquer. Et ce qu'elle va dire ensuite va tout changer. Avant de tout avouer, Jennifer demande une chose. Que son mari soit présent dans la salle d'interrogatoire. Face à lui, les yeux gonflés de larmes, elle commence son récit. Elle raconte qu'après sa rencontre avec Brian, celui-ci a rapidement commencé à la draguer. D'abord subtilement. Puis, un jour, sous prétexte de lui faire signer un contrat d'assurance, il s'est pointé chez elle en sachant pertinemment que son mari était en déplacement. Ce jour-là, il ne voulait pas parler paperasse, et Jennifer n'a pas résisté. Elle était seule, isolée à cause de la vie militaire de son mari. Elle n'avait pas d'amis, pas de soutien. Et elle était séduite, par son assurance, par sa foi, par son discours. Brian est devenu son guide spirituel. Il utilisait des versets de la Bible pour justifier leur relation. Il disait que parce qu'ils avaient couché ensemble, ils étaient désormais unis devant Dieu, et qu'elle lui appartenait. Il a manipulé ses croyances, ses émotions, son besoin de sens. Elle le voyait comme un élu, un signe du destin. Et petit à petit, Brian a commencé à lui parler de sa femme, de Diane. D'abord avec tristesse, puis avec mépris. Il disait qu'elle souffrait énormément à cause de son lupus, qu'elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, et que la tuer serait une forme de miséricorde. Jennifer l'a cru. Pire encore, elle pensait accomplir la volonté de Dieu. Et ce n'est pas tout. Brian ne voulait pas s'en charger lui-même. Il savait qu'en tant que mari, il serait immédiatement suspecté. Alors il a convaincu Jennifer de le faire. Elle devait tirer 2 fois pour être sûre. Et après, elle devait l'appeler 2 fois depuis une cabine téléphonique. C'était le signal. Une fois fait, il jouerait le veuf effondré à la perfection. Tout était prévu. Tout avait été planifié. Jennifer avoue tout sans détour. Et quand elle lâche cette phrase « Je l'ai fait, je l'ai tué », c'est un choc. Son mari est anéanti. Les policiers sont abasourdis. Une femme sans histoire vient de confesser un assassinat à bout portant. Mais la question est, pourquoi? Comment en est-elle arrivée là? Jennifer parle d'emprise, de contrôle mental. Elle dit que Brian lui a retourné le cerveau, qu'il a déformé la religion, manipulé sa foi, et qu'elle, dans sa fragilité, a cru que c'était juste. Les enquêteurs, eux, savent que son témoignage est crucial, et ils arrêtent Brian dans la foulée. Il est accusé de complicité de meurtre, mais lui nie tout en bloc. Il refuse de parler, puis engage un avocat. Il maintient que Jennifer a agi seule, qu'elle a pété les plombs parce qu'il avait décidé d'arrêter leur relation. Il nie, froidement, méthodiquement. Sauf qu'il y a des éléments qui le trahissent. Comme cette police d'assurance souscrite juste avant le meurtre. En cas de mort accidentelle de Diane, il devait toucher 200 000 $. Et ce n'est pas tout. Des amis racontent qu'un soir de camping, Brian a dit à la rigolade « J'aimerais que quelqu'un m'aide à tuer ma femme ». Sauf qu'après coup, ce n'était peut-être pas une blague. Les enquêteurs découvrent aussi qu'il a eu plusieurs liaisons bien avant Jennifer.
Il prêchait la fidélité à l'Église, mais multipliait les adultères en coulisses. Un vrai double visage. Le problème, c'est que ce sont des preuves circonstancielles. Il n'y a aucun élément matériel qui le relie directement au meurtre. Et sans le témoignage de Jennifer, il pourrait très bien s'en sortir. Alors le procureur lui propose un deal. Si elle accepte de témoigner contre Brian au procès, la peine de mort ne sera pas requise contre elle. Elle accepte. Mais son avocat commet une erreur monumentale. En communiquant certaines informations confidentielles au procureur, il déclenche une décision judiciaire exceptionnelle, la levée du secret professionnel. Résultat, tout le dossier de Jennifer est transmis à la défense, y compris les infos les plus personnelles. C'est un coup dur. Et pourtant, elle maintient sa décision. Elle ira jusqu'au bout. En 1991, Brian est jugé pour sa participation au meurtre. Jennifer témoigne. Elle raconte tout. L'emprise, les versets déformés, les appels dans la nuit, l'ordre de tirer 2 fois. Son témoignage est précis, sincère, bouleversant. Elle tremble à la barre, elle pleure. On sent qu'elle ne joue pas. Mais Brian reste impassible. Il la regarde comme un étranger. Lui, il nie encore. Et le verdict tombe. Non coupable de meurtre avec préméditation, mais reconnu coupable de meurtre au second degré et de complot. Il écope de 37 ans de prison, dont 22 ans incompressibles. L'année suivante, c'est au tour de Jennifer d'être jugée. Elle plaide la folie passagère, l'aliénation mentale. Son avocat argue que son esprit était brisé, que Brian a pris le contrôle. Les experts sont divisés. Certains disent que c'est plausible. D'autres estiment qu'elle était parfaitement lucide. Après tout, elle s'est entraînée au tir, elle a mis une tenue, elle a tendu un guet-apens, elle a tiré 2 fois. C'est la définition même de la préméditation. Et le jury ne lui pardonne pas. Elle est condamnée à la perpétuité. Et là, une question cruciale se pose. Est-ce juste? Brian, le cerveau, sortira un jour, Jennifer, l'exécutante manipulée, restera enfermée à vie? La justice a-t-elle vraiment su faire la différence entre influence et responsabilité? C'est toute la complexité de cette affaire. Une tragédie humaine, un crime spirituel, une manipulation absolue. Et pourtant, ce n'est pas la fin. Vous pensiez que tout était terminé? Détrompez-vous. Parce qu'après la prison vient la rédemption, et parfois même la liberté. Abonnez-vous à Crimes Obscurs FR si ce n'est pas encore fait, car ce qui va suivre va vous laisser sans voix. À tout de suite dans la prochaine vidéo.